bonsoir, messieurs. Oui. Bon, on est ici pour parler du livre Horrificorama, donc, qui était sorti en 2017, il y a quelques années déjà. Livre auquel on a tous pris part, mais dont l'idée de base vient de Pierre-Alexandre Bonin. Alors, j'aimerais ça savoir, Pierre-Alexandre, deux choses. Alors, comment t'étais venu l'idée pour Horrificorama? Et deuxièmement, pour compléter cette question-là, après quelques années, ça fait déjà 3 ans, donc, qu'est-ce que tu en retires de ce projet-là après coup? Donc, tout est venu l'idée et qu'est-ce que tu en retires? Oui. En fait, l'idée originale n'est pas tout à fait de moi. Je vais donner le crédit là où il est dû. C'est Isabelle Lauzon, en fait, qui m'a un peu poussé en bas de la falaise, donné un coup de pied au derrière, ou peu importe la métaphore que vous préférez. Donc, j'étais en atelier d'écriture avec Isabelle et honnêtement, je me rappelle plus exactement comment l'idée est venue, mais on s'est tous les deux mis à parler, puis on s'est dit que ce serait le fun d'avoir un recueil de nouvelles d'horreur pour présenter justement des voix qui étaient moins présentes peut-être dans le paysage à l'époque ou qu'on voulait mettre de l'avant. Et c'est vraiment Isabelle qui m'a mis en contact avec toi, Jonathan, et avec Guillaume des Cibrumes et qui m'a aidé à mettre le projet sur pied. Puis une fois que le projet a vraiment été parti, là, après ça, c'est moi qui a pris plus le lead, donc qui a vraiment fait une liste des auteurs avec lesquels j'avais envie de collaborer et qui a fait l'appel de texte, qui a géré tout le projet après ça. Mais initialement, c'était une idée conjointe d'Isabelle Lauzon, qui a participé au recueil, évidemment, elle aussi, et de moi. Et ce que j'en retire, j'aurais aimé ça dire, en fait, que ça a fait de moi un nouvelliste reconnu, que j'ai continué à écrire de la littérature d'horreur pour adultes, alors qu'ironiquement, en fait, depuis 3 ans, je suis devenu ou en fait, je me suis accompli plutôt comme auteur jeunesse. Cet automne, je sors ou ça va être au printemps, je pense. Au printemps, ça va être ma 10e publication comme auteur jeunesse depuis 3 ans. Vraiment, je suis le premier surpris. Et Horrificorama reste encore ma première et ma seule incursion dans la littérature adulte pour le moment. Mais disons que je pense que ça m'a donné la confiance nécessaire pour m'assumer en tant qu'écrivain. Donc, c'est pas mal ce que j'en retire. Et évidemment, des amitiés qui se sont resserrées avec les auteurs et autrices du recueil aussi. Donc, le côté humain, j'en retire encore des bénéfices aujourd'hui. Et ta nouvelle, dans le fond, en tant que seule incursion dans la littérature horrifique pour adultes, ta nouvelle parle de quoi, dans le fond? En fait, c'était comme beaucoup de textes que j'écrivais à l'époque, c'est un hommage à Stephen King et à sa nouvelle Le Singe, qui m'avait profondément marqué quand je l'avais lu. De mémoire, elle est dans le recueil Brume. Et c'était l'histoire, en gros, là, le singe, c'est un homme qui retourne chez lui dans la maison de son enfance et qui retrouve un petit singe à cymbales. Et chaque fois que le singe se mettait à bouger seul, il y a quelqu'un qui mourait peu de temps après. Et moi, j'ai vraiment eu le goût de m'inspirer de ça. Donc, j'ai imaginé une boîte à musique. Et d'ailleurs, de mémoire, Philippe Aubert avait été celui qui m'avait trouvé la musique, la chanson exacte que la boîte jouait. Et je l'avais écouté en boucle en écrivant la nouvelle. Donc, on a une jeune femme qui passe devant une brocante et qui se sent interpellée par la boîte à musique et qui a vraiment une compulsion impossible à ignorer de l'acheter. Et là aussi, justement, à chaque fois que la boîte à musique joue, il y a un malheur qui se produit dans son entourage. Et il y a des choses un peu bizarres aussi qui se produisent avec la boîte à musique elle-même en lien avec sa nouvelle propriétaire. Donc, j'avais envie de m'amuser un peu tout en faisant un clin d'œil à Stephen King. Mm-hmm. Super. Je vais aller maintenant sur, Philippe Aubert. Philippe Aubert-Côté. Avec une nouvelle assez particulière qui a marqué les esprits des lectrices et lecteurs dans Horrificorama. Comment se nomme ta nouvelle et de quoi ça parle? Bien, ça s'appelle La nuit aux trois démons et c'est une nouvelle érotique. Pour faire la genèse du texte, quand Pierre-Alexandre Bonin m'avait écrit pour me proposer de faire un texte pour Horrificorama, ma réaction première sur le coup, ça avait été « Ah oui, mais non, peut-être, je ne sais pas trop. » Parce que je ne suis pas un auteur et un lecteur de nouvelles en partant.
J'aime plus les romans, là, c'est plus naturel pour moi. Puis, mais le projet était quand même sympathique, tu sais. Puis, il me disait, il y a une liste de thématiques, tu peux en choisir une que tu aimes, puis tu fais une histoire là-dessus. Puis, il m'a envoyé la liste. Puis, oui, bon, c'est intéressant, mais il n'y avait rien qui m'accrochait. Puis, je lui avais dit, Bouta, une histoire d'épouvante qui mettrait en scène un sauna gay fréquenté par des monstres, quel genre d'épouvante ça serait? Puis là, il m'a dit en joke, Monster Porn. Là, je lui ai dit, OK, je prends ça comme titre, puis je vais de l'avant avec. Tu l'as, tu sais. Puis là, j'ai eu le défi après ça d'imaginer, OK, il faut que je fasse une histoire qui a une certaine esthétique érotique ou pornographique. Il y a des monstres dedans, mais je ne voulais pas que ça soit, comme dans beaucoup de films de ce genre-là ou d'histoires de ce genre-là, juste des scènes de sexe, puis ça finit là. Il fallait qu'il y ait un arrière-monde, qu'il y ait une histoire psychologique. Et j'ai imaginé que dans un futur proche, à cause d'une série de virus qui a été réveillée par le réchauffement climatique, que les humains avaient, en tout cas partiellement, une partie de la population humaine avait muté en démons. Puis il y avait toute une nouvelle société qui avait émergé de ça, dans laquelle il y avait certains rituels initiatiques très sensuels, disons. Et l'idée sous-jacente, c'était que s'il y avait eu des démons dans nos légendes, c'est parce qu'autrefois, les démons, c'était un stade juste embryonnaire ou évolutif avancé de l'être humain qui avait disparu et qui venait de réapparaître. Donc, j'ai quand même brodé des thèmes de science-fiction sur cet univers-là pour créer l'histoire qu'on lit dans Rificorama. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, c'est pas une histoire pornographique dans le sens classique où c'est créé dans l'intention d'exciter la personne qui le lit, tu sais. Il y a ce côté interactif dans les histoires pornographiques. Moi, c'est surtout l'esthétique qui est comme ça. Je voulais me montrer autre chose que du sang ou un truc. Il y a du sexe, c'est très organique, c'est très fluide. David Cronenberg aurait adoré ça. Et c'est justement ça qui provoquait un effet chez le lecteur. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une histoire qui surfe sur la terreur ou sur l'horreur en soi, mais le but, c'était de provoquer quelque chose chez le lecteur en montrant du sexe très organique qui mettait en scène des monstres et qui, quelque part, peut rappeler certaines formes de sexualité bien consensuelle qu'il y a aujourd'hui, mais qui mettent toujours mal à l'aise. Il y avait l'écho que moi, je suis un membre de la communauté LGBT, puis je sais que le sexe gay, ça épouvante un peu les gens. Des fois, même quand on en parle, tout ça, il y a quelque chose de malaisant là-dedans, puis j'ai dit, il va être là mon côté horrifique. Ce côté malaisant-là, je suis allé le chercher à ce niveau-là. Et ça a eu comme résultat que certaines personnes, en effet, le texte les a marquées. Il y en a qui, mon Dieu, ils ont trouvé ça vraiment une expérience particulière. Il y en a qui ont adoré, dans le sens que je vous laisse croire. Là. Mais en tout cas, certains ont dû adorer pas mal parce que c'est vrai que le texte a gagné un prix, le prix Aurora Boréal, la meilleure nouvelle en 2018. C'est ça, je venais de déménager. Oui, donc, et il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui, qui me disent « Ah, cette histoire-là, ça m'a marqué, je me souviens de telle scène, et ils me décrivent les scènes avec assez de détails, Dieu merci. OK, ça les a marqués. » Donc, on peut dire que toi, ce recueil-là, il a changé quand même quelque chose dans ton parcours d'auteur. Oui, il m'a... ça a allumé des réflexions sur l'épouvante, sur l'horreur, tout ça. Puis sur... comment je peux dire? Ça m'a aussi donné le goût, d'en écrire après, de travailler sur des récits d'horreur. En ce moment, le troisième roman sur lequel je travaille, c'est un récit d'épouvante. Et il y a dans ce récit-là cette idée-là aussi que... comment dire? Vous savez, c'est que dans l'horreur, c'est classique, hein? Le sexe, c'est mal. La sexualité est perverse et elle est toujours punie. Hein? Mais moi, j'aime bien arriver avec une histoire d'horreur que le sexe, c'est pas le mal nécessairement. Il y a autre chose. Et on retrouve un petit peu ça justement dans les histoires de Clive Barker, par exemple. Je pense à Hellraiser, où les Cénobites sont plus des adeptes de BDSM qu'autre chose, puis qui veulent inviter les gens à découvrir des trucs. Peut-être même à connaître leur sexualité plus qu'ils croient. Donc, je trouve intéressant cette idée-là que dans l'épouvante, le sexe, c'est pas juste un truc qu'on colle sur un récit horrifique pour attirer les gens, mais que ça fasse partie du récit puis que ça nous renvoie un petit peu au questionnement que ça suscite chez nous. Donc, ces réflexions-là, justement, c'est ça, je suis en train d'écrire un roman d'épouvante. Le voici. Donc, je ne voudrais pas voir le titre, là, mais il est rendu à ça. À cette épaisseur-là, et il va y avoir du sexe dedans. Mais pas autant que dans Rificorama.
Parfait, merci beaucoup. Tiens, je vais y aller avec Carl Rochelot. Alors, Carl, toi, c'est un texte de science-fiction avec des pointes d'horreur, si je me souviens bien. Oui, oui. Dans le fond, en gros, c'est pas. Je suis parti je voulais faire de l'horreur. Je voulais faire de l'horreur, je voulais faire de la science-fiction, mais je voulais pas faire. Parce que, je sais pas, j'ai l'horreur science-fiction dans ma tête, c'était automatiquement Alien. Tu sais, Mhm. je voulais pas aller dans la science-fiction dans l'espace ou sur une autre planète ou des trucs comme ça. Puis moi, la science-fiction qui me branche plus, c'est une science-fiction qui est plus sociale, dans le fond. Fait qu'on saute plusieurs années dans le temps sur la Terre, puis on voit avec un changement X, qu'est-ce qu'on est devenu. Puis dans le cas de l'hydre, dans le fond, mon texte dans Rifikorama, c'est qu'on a construit, dans le fond, par prévention, on savait que la crue des eaux était pour arriver, puis que les continents seraient bientôt submergés. Fait qu'on a construit des arbres cités, des espèces de structures qui s'enfoncent et dans le sol et dans les airs, ce qui permet qu'ils puissent résister au raz-de-marée et autres dangers. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était ma partie comme science-fiction. Puis c'était un flash que j'avais eu depuis longtemps. Je voulais faire ça. J'aimais le mot arbre-cité. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça comme poétique, comme image, tout ça. J'aimais l'idée de jamais être clair à quel point c'est une structure qui était organique ou mécanique ou comme. Il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup là-dedans. Puis là, l'idée de l'horreur, mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans une idée de comme. Pour que l'horreur parle, il faut que j'aille dans quelque chose que moi je trouve horrible, puis que moi je trouve effrayant, puis tout ça. Puis j'ai plus grand peur dans ma vie, tu sais. J'ai longtemps eu un problème avec les clowns puis les poupées, tu sais. Mais c'était fini. Puis j'avais pas le goût de. Je savais pas comment j'aurais pu apporter ça de toute façon. J'ai 3 enfants, tu sais, ma plus vieille a eu 12 ans cette année, puis mon plus jeune a eu 5 ans. Puis celui du milieu à 9 ans, on va tous les dire. Puis je pense que, tu sais, là, partant du fait qu'une peur, c'est quelque chose de pas raisonnable ou de pas contrôlable, l'idée que j'avais, c'était que je pense que la seule chose qui me faisait encore peur, c'était que quelqu'un entre chez nous, mettons, tu sais, puis qui enligne mes enfants, puis mon ex, ma femme à l'époque, puis qu'il fasse comme bon, ben, tu choisis, tu sais. Fait que soit je la tue elle, ou je tue un des trois, tu sais, ou les trois, je sais pas. Mais bref, comme force à choisir quelque chose que tu veux pas avoir à choisir, tu sais. Il y a comme trop de considération, puis t'as 15 secondes pour y penser, c'est trop injuste, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, je me disais, il faut mettre ce débat mental-là dans quelqu'un. Puis là, on a ce gars-là qui est l'architecte de l'arbre-cité, puis son fils a été enlevé. Puis il se retrouve avec son fils. Puis là, il se fait dire, bon, ben regarde, c'est ton fils ou ta femme, mais il va falloir que tu choisisses parce qu'on a besoin des codes pour ouvrir les portes de l'arbre-cité. Puis si tu ne les donnes pas, ben c'est fini pour quelqu'un dans le gang. T'sais. Puis fait qu'il va avoir à réfléchir à tout ce qui l'a mené jusque-là, puis tout ça. Puis dans cette horreur-là, ben, le but, bien évidemment, c'était de montrer qu'il y a peut-être d'autres horreurs dont on n'est pas conscient, mais qu'à force d'avancer dans le récit, on découvre des choses supplémentaires. Puis c'est ça qui était comme. Je voulais révéler des choses à mesure que. Parce que forcément, comme quand il nous arrive quelque chose d'horrible, on se met à se demander qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Mm-hmm. On essaie de. Puis là, notre cerveau s'en va dans tous les sens. Puis c'est un peu ce passage-là dans la vie du personnage que je voulais faire. C'est vraiment comme. C'est ça. Je voulais l'aborder comme ça. Oui. Génial. Maintenant, on va aller sur... pas sûr, on va aller avec Frédéric Raymond. Sur Frédéric. Ouais. Messieurs, un peu de tenue. C'est ça. Alors, Frédéric, toi qui manges de l'horreur au petit déjeuner, parce que c'est principalement ce que tu écris, ouais. Cette nouvelle-là, dans le fond, qui est dans Horrificorama, en 2017, tu avais déjà Jardin de chair de publier comme roman. Oui, Jardin de chair est publié en 2014 au 6 Brumes. Puis tu avais 1 ou 2 nouvelles, je crois, avant? Oui, quelques nouvelles, Solaris, puis, mais pas beaucoup de nouvelles. J'écris pas beaucoup de nouvelles. Quand j'en écris une, c'est parce que j'ai décidé que celle-là serait publiée, puis je l'écris, puis je m'assure que ça coche. Et c'est comme on dit. Un genre d'hommage à Lovecraft. Hein? Oui, c'était un peu ça le concept. Là. Quand on a eu le choix des thèmes, là, moi, je réfléchissais. Puis, je savais sur
pourquoi je voulais écrire. En fait, parce que depuis longtemps, ça me travaillait. Là. Moi, j'habite à Charlesbourg. Puis dans le coin, pas loin de chez nous, il y a une rue qui s'appelle la rue Château-Bigot. Quand j'étais ado, j'avais un ami qui habitait là. Puis un moment donné, je lisais le 3e tome de l'œuvre complète de Lovecraft. Puis il y a sa section Voyage Voyage à Québec. C'est un livre de voyage qu'il a écrit à l'époque. Puis dans ce livre-là, il raconte l'anecdote de l'intendant Bigot qui avait un manoir puis qui commettait des cruautés. Puis là, il disait que c'était à Charlesbourg, à Château-Bigot. Là, j'ai comme fait, ben là. Ça, cette idée-là, je l'ai dans ma tête depuis les années 2000, début des années 2000. Là. Ça fait très, très longtemps que cette idée-là est dans ma tête. J'ai jamais su quoi faire avec. Donc, avec Horrificorama, je savais que je voulais écrire là-dessus. J'aurais pu aller sur plein d'angles, genre une gang d'ados qui réveillent des morts ensevelis de l'époque de là-bas. Puis là, en faisant de la recherche un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire une histoire 100% Lovecraftienne avec ça. À la fois dans la structure et dans le sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un auteur canadien-anglais qui était venu à Québec faire de la recherche sur un livre sur l'intendant Bigot. Dans son livre, il parle de ce manoir-là. Fait que là, je l'ai pris comme personnage principal. Puis autour de ça, un peu comme dans beaucoup de textes de Lovecraft, mettons le cauchemar d'Innsmouth, je ne me rappelle pas si c'est un chercheur ou un journaliste qui s'en va à Innsmouth pour comprendre quelque chose. Ben là, c'est le même type de démarche. Le monstre, c'est un monstre. Les créatures sont Lovecraftiennes. Il y a un genre de culte qui est tout à fait Lovecraftien. Et puis, ben, j'ai décidé, parce que moi, il y a Jardin de chair, l'Arbre maléfique, la tourbière des cauchemars. J'ai décidé de prendre les légumes racines comme élément monstrueux. Donc, le texte s'intitule donc Les tubercules de l'horreur. Ça, c'était à l'époque un peu où quand j'ai écrit ça, on commençait à avoir des paniers bio. Puis là, on avait tous les légumes racines qu'on sait pas trop c'est quoi, puis qui ont des formes bizarres. Fait que ça fitait comme ensemble. L'inspiration cognait à ta porte. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est le texte que j'ai écrit qui a demandé vraiment le plus de recherche. D'habitude, ça se passe dans le monde comme maintenant, puis j'ai pas besoin de faire de recherche, c'est juste l'imagination qui roule. Là, j'ai vraiment dû faire de la recherche historique. Pour le livre, j'ai trouvé ça intéressant, même si je préfère, quand j'écris, aller plus dans l'imaginaire que dans la recherche, parce que ça, je garde ça pour une autre partie de mes journées. Mais voilà, c'est ça la genèse. Génial. Tu sais, je vous écoute parler, puis bon, moi, je l'ai lu et relu, ce livre-là, là. Mais disons, je me mets à la place de quelqu'un qui vous écoute, puis qui n'a pas lu encore Horrificorama, puis je me dis, mon Dieu, mais c'est donc bien varié d'une histoire à l'autre. Bien, effectivement, c'est ça que Pierre-Alexandre et Isabelle, à la base, voulaient. C'est une variété de thématiques dans l'horreur, dans l'épouvante. Puis, pour ceux qui ont lu les textes des autres, parce que c'était pas une obligation, quand on publie dans une revue, on n'est pas obligé de lire toute la revue au complet ou dans un collectif, là, mais pour ceux qui ont lu les nouvelles des autres, il y en a-tu qui vous ont marqué particulièrement? Puis si oui, je serais curieux là, de savoir quelles nouvelles, pourquoi? On va faire ça dans quel ordre, là? Ah, tu incarnes? Okay. Bon, ben écoute, moi, je me rappelle encore des 3 nouvelles des gars, là. Pour vrai, j'ai comme... parce que, ben, je me rappelle avoir parlé, parce qu'on avait fait des vidéos ensemble, fait que j'avais comme pris la peine, de les lire plus qu'une fois, puis de vraiment approfondir chacun des textes. Mais c'est 3 des textes que je donne en exemple quand je donne mon cours sur la science-fiction, l'horreur, la fantasy, puis ça. Quand j'enseigne ce cours-là, je donne tout le temps des exemples comme ça quand je présente les différents genres de l'horreur, puis je parle justement je parle du monster porn, puis je parle du fantastique, je parle du fantastique classique, puis justement parce que l'idée, la boîte à musique, puis tout ça, ça s'inscrit vraiment comme dans de l'horreur, comment je pourrais ça, dans de l'horreur contemporaine, puis tout ça, mais justement, le gars qui se rend au Château Bigot, puis tout ça, c'est très... puis dans la description, c'est que Frédéric a vraiment comme pris la peine d'avoir pratiquement le registre d'un auteur de l'époque. Ben, c'est ce que je fais pas d'habitude, là, dans mes livres, dans mes autres livres, là, c'est pas ça. Mais dans celui-là, j'ai vraiment fait l'effort de justement faire ça. Là.
C'était essentiel, paraît, sinon là, ça n'aurait pas marché. Oui, tu sais, puis c'est ça. Puis je me rappelle aussi de m'être dit que Pierre-Alexandre était extrêmement humble aussi dans son approche à l'époque, autant comme directeur littéraire que comme auteur. Puis il était comme là, il faut me le dire si mon texte n'est pas à la hauteur. Puis je me rappelle l'avoir lu puis avoir fait comme OK, si ça c'est un de ses premiers textes qu'il écrit, ça va bien aller son affaire. Moi, mon premier texte que j'ai écrit, il était pas comme ça. Là, puis c'est ça. Puis ben, avec Philippe Aubert, je suis biaisé automatique parce que je trouve que le soin qu'il met à donner une richesse à l'arrière-univers, l'arrière-arrière-univers, comme personne comme fait attention d'habitude, je trouve que ça enrichit beaucoup. Puis ça fait que chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, on sent qu'il y a une portée, puis une signification, puis une présence, puis une utilité, qui est quelque chose de très... même si l'écriture, même si on écrit avec nos tripes tout le temps, c'est ça. Philippe Aubert, il arrive à aller chercher, il réussit à chatouiller mon cerveau aussi en même temps. Fait que, c'est ça. Puis même dans une nouvelle comme celle-là, puis effectivement, je lisais les scènes de sexe, puis j'étais pas comme en érection, puis j'étais comme oh my god, c'est donc ben hot. C'était pas ça, tu sais. Mais l'appel qu'il faisait justement à la sexualité, puis à la relation que le personnage principal a à avoir avec différents personnages, je trouve qu'il y avait, il y avait quelque chose de... il y avait une esthétique qui était vraiment intéressante, qui allait ailleurs, parce que, je veux dire, je suis sûr que je demande à mes étudiants en création d'écrire une histoire où un monstre fait l'amour avec un autre monstre. Ce sera pas agréable à lire, je pense. ça va être plus lourd, puis comme on essaye d'être dégueu, puis comme là, il n'y a pas ça. Il y a pas... ça. Fait que je trouve que ça, moi, j'ai bien aimé les textes de mes collègues ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. Là, quand vous en doutez, retournez voir la vidéo qu'on a faite sur YouTube. Je vous l'ai dit aussi. J'avoue que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Toi, Frédéric, y a-tu des textes qui t'ont particulièrement marqué? Moi, il y en a deux en particulier, mais je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un voulait parler de Vie de Luc? Parce que j'en ai un deuxième. Vas-y. Ouais. OK, je vais les dire peut-être. Donc, il y a celui de Luc qui est une histoire de comment on la qualifierait? Du Gorno. Du Gorno, ouais, c'est ça, du Gorno. Donc, une histoire du sexe oral au temps des zombies. C'était aussi trash que Luc est capable. Puis il y avait quand même une certaine notion. Il fait trash, mais il y a toujours quelque chose en arrière, des idées qui brassent, ou soit des aspects éthiques ou des aspects de réflexion. Fait que ça, c'était vraiment un texte qui était marquant. Sinon, j'ai beaucoup aimé le texte de Sorcière de Élise Henry Pain, qui était vraiment super bien fait, là. Ça a été un de mes textes préférés. C'est pas mal deux de mes textes préférés dans le recueil. Oui, sa nouvelle à elle, ça s'appelait « Ce qu'il ne faut pas entendre », hein, de mémoire. Là. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, effectivement. Ben, juste une petite anecdote, là, celle de Luc, XXZ, une histoire de sexe oral au temps des zombies. Elle avait été lue, je crois que c'est au Salon du Livre de Rimouski, par, en personne, en prestation, mais pas par Luc. C'était par Simon Rousseau et LP Sicard, là, qui avait tripé sur... il avait beaucoup aimé le recueil, mais il avait tripé sur cette nouvelle-là, puis ils se sont dit « Ah, attends, ils font une genre de soirée de lecture érotique, on va choquer le monde. » Il y a des gens qui s'étaient élevés, puis ouais. Oui, j'en ai entendu parler dans d'autres salons de celle-là. Oui. Ah ouais, excellent, ça. Ça avait fonctionné. Imagine s'il y avait lu celle de Philippe Aubert, là, vous. Programme double. Programme double, ouais. Pipi. C'est ça. Toi, Pierre-Alexandre, tu as travaillé sur tous les textes, mais disons, il y en a-tu qui t'ont plus marqué que d'autres? Ou... Hey, c'est quasiment comme me demander c'est lequel de mes trois enfants que je préfère. Parce que, tu sais, c'est sûr que je suis pas objectif. Puis en même temps, je me dis non, mais comme directeur littéraire, je devais être objectif aussi. Et il y a un poncif quand on parle de recueil de nouvelles, habituellement qu'on dit il y a toujours un ou deux textes qui sont plus faibles que l'ensemble et tout. Mais pour moi, ce recueil-là, honnêtement, tous les auteurs et les autrices m'ont donné un texte
incroyable qui m'a amené ailleurs, puis je veux dire, pour différentes raisons aussi. À la base, j'avais dit aux auteurs, je vous le dis, vous avez carte blanche, je ne censurerai pas quoi que ce soit. Il y a des textes comme justement celui de Philippe Aubert ou celui de Luc où j'ai fait c'est correct, j'ai donné carte blanche, je vais assumer la carte blanche, il n'y a pas de problème. On les a travaillés et c'est ça aussi, c'est que j'ai eu le plaisir et le privilège de les travailler avec eux et ils m'ont beaucoup donné aussi. Je pense particulièrement au texte d'Isabelle qu'on a retravaillé et ça a été difficile pour elle parce qu'elle a choisi le Revenge. Rape and Le Revenge. Rape and Ouais. Revenge, qui est un genre déjà pas facile et pour une auteure féminine, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus difficile. Puis on l'a travaillé et j'ai poussé Isabelle dans ses derniers retranchements, donc j'aime beaucoup son texte. Le tien, Jonathan, je l'ai adoré parce que tu nous as habitués à complètement autre chose. Puis en plus, tu avais choisi l'histoire de fantôme. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a un côté très romantique que j'ai adoré, qui m'a touché aussi. Celle de Philippe Aubert est absolument magnifique. Puis je ne connaissais pas le monster porn comme genre non plus. Fait que quand j'avais dit oui, j'étais comme OK, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Et quand j'ai lu ça, j'ai vraiment trouvé effectivement l'espèce d'équilibre entre le fait que OK, je suis émoustillé parce qu'il y a de l'érotisme et en même temps. Mais non, mais c'est vrai aussi. On est plus dans l'érotisme que dans la pornographie. Et c'est très réussi. Puis en même temps, il y a l'espèce d'en arrière de ben voyons donc, je ne peux pas être émoustillé par ça. Voyons. Fait que le mélange est très réussi, ça tient beaucoup. Frédéric, on a eu tellement de plaisir à travailler ton truc avec Lovecraft aussi, ça a été un plaisir. Carl aussi, c'est ta nouvelle, c'est ça, ta nouvelle est venue me chercher parce que moi aussi, justement, j'ai des enfants et tout. À l'époque, j'avais aussi mes enfants, puis ça n'a pas été facile à travailler. Le texte d'Élise, ça a été la chute de la nouvelle d'Élise. Quand je l'ai lu, j'ai fait, ben voyons donc. La novella de Vic, c'est même pas une nouvelle, c'est une novella. Écoute, quand Jonathan m'a dit finalement, OK, vas-y au complet, parce que pour la petite histoire, Vic m'est arrivé avec un texte d'une longueur vraiment hors norme pour ce que j'avais besoin, mais tout se tenait. C'est un slasher c'est un slasher pur jus. C'est vraiment un classique du slasher, mais elle était trop longue au début. Donc, on a travaillé ensemble pour ne pas charcuter le texte, mais vraiment le couper pour le restreindre, pour la forme et tout. Puis j'étais déçu parce que j'étais comme, les gens ne liront pas tout ce que tu as écrit, puis la montée dramatique. Donc, quand Jonathan m'a dit, OK, c'est beau finalement, lâche les lousses. Là, on est revenu à la structure originale, puis j'étais super content du résultat. Anne-Marie, avec son histoire de possession démoniaque autour de Led Zeppelin, qui était vraiment... Ça aussi, on a eu du plaisir à travailler ça. Pascal, son histoire aussi, qui est magnifique. Vraiment, il m'a surpris. Puis il est venu me chercher, il m'a proposé quelque chose auquel je ne m'attendais pas non plus. Geneviève aussi, son histoire de momie qui est tout à fait... ça, j'étais content parce que je sais que l'historienne en elle c'est beaucoup amusé. Donc, pour moi, honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment une préférée. Il y a Ariane aussi, Ariane et Frédéric Durand aussi. Frédéric, là aussi pour la petite histoire, malgré tout, mais en fait, j'ai mis beaucoup d'efforts sur la direction littéraire avant de finalement abdiquer et de faire non, il n'y a rien à changer. Donc, Frédéric Durand n'a pas eu de direction littéraire parce qu'il n'y avait rien à changer. Tout était là. Et là aussi, c'est du Frédéric Durand pur jus. Et pourtant, c'est la première Bizarro qu'il fait et c'est troublant. Tabarnak. Vraiment. Donc, mais je pense que si j'avais vraiment, si on va faire horreur un peu, si on mettait vraiment un fusil sur la tempe puis qu'on me demandait de choisir, moi, j'avoue que j'irais avec celle de Vic qui m'a vraiment, vraiment marqué. Pour moi, celle-là, je fais... Ouais, ce serait ma préférée. Mais elles valent toute la peine et elles ont toutes leurs qualités. Celle de Pierre-Luc aussi, qui était magnifique, avec beaucoup d'humour aussi, qui nous a amené à des endroits où on ne s'attendait pas. Donc, c'est ça. J'ai de la misère à choisir, mais je pense que celle de Vic, le slasher, là, c'est... Ouais. Ce serait celle-là qui aurait une petite étoile à côté. Et elle commence bien en plus l'anthologie, le recueil. Oui, mon Dieu. Puis je regarde ça, elle est 50 pages. Hein? Oh, c'est une nouvelle, mais pas une nouvelle. Ben oui. Wow! Ah oui, puis une petite anecdote comme ça. Moi, j'avoue que j'ai une préférée dans les nouvelles, c'est celle d'Ariane, parce que, puis elle me l'avoue après, mais elle dit, tu sais, j'ai fait du Jonathan. J'ai fait ce que tu aimerais lire. Vous verrez, là, ceux qui ont lu
quelques-unes de mes histoires, tout ça, vous allez voir, OK, ouais, tel type de personnage, tel type d'intrigue amoureuse, mais qui vient comme faire mal un peu. Puis, mais j'étais là, wow, regarde, c'est la meilleure chose, je lis toi, puis elle me regarde avec un petit sourire. Tout, après quoi, elle m'a dit, oui, j'ai fait du Jonathan. Ah! Hey, t'as même pas besoin de mourir depuis 70 ans pour que quelqu'un te pastiche. Et voilà. C'est hot. De consécration, Jonathan. Je peux mettre ça à ma bucket list. Sinon, toi, Philippe Aubert, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus, disons, sur... Bien, le recueil, moi, j'ai une confession à faire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, messieurs et mesdames, mais je n'ai pas lu le recueil. Je n'ai pas lu le recueil parce que quand il est sorti à un moment très particulier de ma vie, puis même, entre nous et entre tous les gens qui écoutent la vidéo, La nuit aux 3 démons a bien failli ne pas voir le jour. Parce qu'au moment où je travaillais sur ce texte puis que je devais le rendre, j'étais en dépression majeure. Vraiment, là, affecté sur le plan de la santé. Puis il n'y a rien qui marchait, là. Puis je devais prendre des médicaments qui me donnaient des migraines épouvantables. Et je me suis dit, non, je vais quand même faire cette histoire-là. J'ai mis beaucoup de projets de côté, mais j'ai dit, non, celui-là, je le garde. Et je me suis forcé à le faire et à remettre le texte, tout ça. Et quand le recueil est sorti, j'étais en train de changer de carrière, je me remettais d'un tas de trucs. Donc, je n'ai pas lu le texte. Le recueil, quand il est sorti, je me suis dit, je vais le garder dans quelques mois. Mais là, après ça, il est arrivé un tas d'autres bébelles. Puis là, j'ai déménagé, puis il est arrivé un tas de trucs. Donc, je n'ai jamais lu le recueil. Mais il attend, j'ai toujours la copie pas loin, puis je sais qu'un jour, son heure va venir. Mais il y a quelque chose que je peux dire dessus, parce que je l'ai quand même feuilleté, au moins. Et il y a une section que je trouve vachement intéressante. C'est à la toute fin, la description des genres. On voit ici que je crois que c'est ça, je crois que c'est toi, Pierre-Alexandre, qui l'avait rédigé, qui est extrêmement intéressant. Puis je trouve que pour des jeunes auteurs qui veulent se lancer dans l'écriture d'épouvante, c'est une rubrique qui vaut la peine d'être méditée. Je vous dirais même que ça vaut la peine d'acheter le recueil parce que, comme on l'a dit plus haut, il y a un éventail de sujets et d'angles d'attaque de variations sur des thèmes connus qu'on retrouve là-dedans. Donc, pour se faire une idée de c'est quoi l'horreur, d'en avoir un panorama, de voir comment on peut aborder tous ces thèmes-là, c'est un recueil qui est très intéressant. Puis la description des genres qu'à la fin, ça donne une base théorique très intéressante à méditer pour voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Quand j'ai refait mes devoirs pour le projet d'épouvante sur lequel je travaille, une des choses que j'ai faites, c'est d'aller dans mes notes, là, reprendre cette rubrique-là, puis je l'ai recopiée à la main dans mes cahiers de notes pour vraiment me les rentrer dans la tête, tout ça. Puis l'exercice me disait, c'est vrai que c'est intéressant, ça fait penser à telle histoire, mais est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction-là? Donc, pour faire mes devoirs, ça a été extrêmement utile. Puis ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans le recueil pour le moment. Donc, quand on fera une 3e pré-vente de Rificorama, peut-être que j'aurai lu le recueil, je pourrais répondre autrement à la question. Il faudrait lâcher les pré-ventes, une post-vente peut-être. Ouais. Un bon concept. Ouais. Je me demandais, moi, est-ce qu'il y a, sur le marché québécois, je veux dire, là, parce que je vais poser ma question, puis je vais dire après mon petit bémol, est-ce qu'il y a d'autres anthologies ou recueils du genre qui existent? Mais je parle au Québec. Je sais que les Américains en ont fait plein, les Anglais, bon, les Français en ont fait quelques-uns aussi, mais au niveau québécois, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et si oui, pouvez-vous les nommer? J'entends une mouche qui vole. C'est pas celle de Mike Pence. Mais il y a Monstres et Fantômes qui a été dirigé par Stéphane Dompierre. Merci. Et il y en a fait il vient d'en sortir un deuxième. Mais là, je pense que est-ce que c'est encore de l'horreur ou c'est rendu de la SF? C'est écrit horreur sur le dessus. OK, c'est ça. Donc, sur la couverture, c'est écrit horreur, mais je l'ai pas lu. Oui, mais des collectifs comme ça, aussi variés, avec des auteurs, que c'est pas un recueil d'un auteur, je pense qu'Orificorama était pas mal un pionnier. Unique, ouais. Sinon, tu avais Petite danse de Macabré, que je pense de Claude Bolduc qui avait recueilli. Mais je me rappelle pas, je pense pas que l'horreur allait si loin que ça. C'était plus du macabre que de l'horreur comme telle. C'est ça. Je l'avais lu à l'époque, effectivement. Ouais.
Sinon, des recueils de nouvelles d'auteurs solo, il y en a quand même plusieurs, dont Claude, justement, en a fait plusieurs. Daniel Cernine aussi, aussi, justement, Petit démon et ce qu'il reste de démons. Mais des anthologies avec des moi, je pense à 4, là. Je pense à 4 Zanto québécoises. Oui, à la maison des J'espérais que quelqu'un de vous autres le dise. Là. Mais moi, j'attendais pour le dire. Là. Vas-y, Carl. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Parle-en. Il y a une maison d'édition québécoise qui s'appelle Les Viscères. La maison qui ont publié. Mais moi, j'appelle ça des recueils, par exemple, pas des anthologies. Mais je comprends. Mais aussi ceux qui ont poussé ça un peu plus loin parce qu'on parle de nouvelles plus longues aussi. Là, nous, on a fait des nouvelles dans les comme 4-5 000 mots. Avec Les Viscères, il va falloir demander à un des éditeurs, là, mais je ne me rappelle plus c'était combien de mots. La Maison des Viscères, à part écorché, que les textes sont plus courts, mais sinon, c'est vraiment des novellas, là, entre 10 et 20 000 mots à peu près, les textes. Là. C'est ça. Mais c'est sûr que ils regroupent... C'est 3. En aviez-vous une qui en avait 4 dedans? Non, c'est toutes 3. Hein? Chaque anthologie a 3 textes. Il y a Exode qui a comme 3 ou 4 micro-nouvelles au travers, là, comme des petites bandes-annonces là, entre les histoires, là, comme au cinéparc. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, comme un recueil, un collectif comme Rifikorama, c'est comme... Ça s'est jamais fait, puis je pense pas que ça va se refaire non plus, là, parce que c'est quand on parle d'une ribambelle d'auteurs. Il y avait un synonyme pour ça, mais je sais ce mot-là. Mais une panoplie, une pléthore. Une pléthore d'auteurs. Je veux dire, on est vraiment allé chercher du monde de partout. Puis il y a plein d'autres auteurs aussi qui s'étaient proposés pour embarquer puis qui avaient commencé le projet aussi un peu. On se serait retrouvé avec un livre encore plus gros que ça. Puis même pour les Cibrumes, ça a été un gros morceau sortir ce livre-là. C'était pas un format très traditionnel non plus, de cette taille-là. Donc, pour vrai, avant ça, il y a eu des anthologies. Non, c'est Sextant qui en avait fait, mais ou Québec et Amérique, je me rappelle plus, mais j'ai une couple d'anthologies format poche, là, mais mettons, c'est science-fiction ou c'est comme mes horreurs, juste horreur comme ça, là, non, c'est ça, non, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est tout des textes originaux aussi. C'est pas une anto comme telle, c'est plus un projet collectif. Une anto, mais ça s'est pas vraiment vu au Québec non plus. Une anthologie comme des meilleurs textes d'horreur déjà publiés ailleurs. Ça, on ne l'a pas vu passer non plus encore. Non, moi, tout ce que j'ai vu, c'est peut-être chez Bibliothèque québécoise, mais c'est des fois des auteurs solos, là. Honoré Beaugrand ou Robert Choquette, qu'on recueille leurs textes fantastiques qui pourraient recouper l'horreur si on veut, mais non, j'en ai pas vu non plus. Mais il n'y a pas un recueil qui vient, mais je ne sais pas si on peut appeler ça de l'horreur. Ça s'appelle Cruel, ça vient de sortir. Il y a Patrick qui a fait une nouvelle dedans. Je pense que Raphaël Béadan aussi. Oui, Raphaël Béadan. Puis l'idée, c'est de mettre en scène des femmes qui sont méchantes, cruelles et qui ont du fun. Tu sais. Et j'ai pas lu le recueil, mais j'ai entendu Patrick faire une lecture de sa nouvelle, sa contribution au recueil dans un événement. C'était vachement intéressant. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment bien fait. Là. Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant à regarder de ce côté-là. Ça vient de sortir. Oui, ça, oui. Je sais que Fanny Demeul aussi qui a travaillé dessus. Oui, Fanny est dedans. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, on ne l'a pas lu, fait qu'on ne va pas dire rien. Voilà. Ça. J'aurais une question pour le fun, mais je me rappelais en feuilletant le recueil tantôt qu'on s'était tous donné des surnoms à l'époque. C'est vrai. Oui. C'est un concept très cool. Très cool, mais je me demandais c'était quoi les raisons derrière vos surnoms ou est-ce que ça vaudrait la peine de les aborder? Moi, c'est d'une évidence absolue. Là. Moi, c'était l'incroyable homme compost. Les tubercules de l'horreur. Ça peut pas plus fitter que ça, là. Oui. Les autres, as-tu les autres, Philippe? Oui, attends un peu. Donc, Frédéric Raymond, l'incroyable homme compost. Toi, Jonathan, tu étais l'aveugle aux amitiés spectrales. Vu que mon texte traitait de
d'une possession par un genre de fantôme. Là. Mais l'aveugle, ça, c'est juste un petit clin d'œil à deux, trois personnes genre qui me connaissent depuis bien longtemps. Là, mais longtemps, c'est ça. Ça fait longtemps. C'est parce qu'à l'époque, je signais des fois certaines chroniques ou certains petits textes aveugles dans le fond. Là. Fait que je me suis dit, tiens, je vais rajouter ça, juste un petit clin d'œil aux 3-4 personnes qui vont le savoir. Oui, c'était l'aveugle et Goule. Oui, c'est ça, exactement. Puis toi, Carl, t'étais la machine humaine. Oui, mais il y avait quelque chose, je voulais que ça sonne SF un peu. Il y avait un côté, je voulais aimer le steampunk aussi. Je fais comme ça, quelque chose d'organique et de mécanique. Puis aussi, c'est ça que les éditeurs m'appellent souvent la machine. Ah ouais? On va vouloir en savoir plus. Oui, puis toi, Pierre-Alexandre, t'étais l'ogre mangeur d'âmes. Ah mon Dieu, pourquoi j'avais dit ça, donc? Ben, l'ogre. C'était le directeur littéraire. Effectivement. Puis l'ogre, vu ma stature, je pense que pour moi, c'était une évidence un peu que si j'avais à être représenté par un monstre, c'était clairement un ogre. Puis mangeur d'âmes, je me rappelle pas pourquoi, honnêtement. Ça se peut que ce soit, c'est ça. C'était peut-être un clin d'œil à mon travail de directeur littéraire que je avaler vos âmes. Nous n'avons plus d'âmes. Je viens de me souvenir d'un petit truc. J'avais pris Incroyable l'homme compost parce que quand on avait fait la promo pour Horrificorama au début, qu'on avait sorti ces titres-là, il y avait comme un genre de concept de cirque. Fait que je voulais un nom qui sonne comme une attraction de cirque. C'est vrai. C'est pour ça que j'allais avec l'incroyable et non pas l'effrayant ou l'indicible. L'incroyable, le marketing. Là. C'est vrai qu'il y avait ça. Moi aussi, Mangeur d'âme, c'était l'espèce de clin d'œil à la valeur de sabre, justement. Puis je me suis dit, oui, c'était pour ça, parce que c'était l'idée de Horrificorama. C'est une espèce de un setup où on est tous présentés comme un show. Tout ça. Comme le cirque de l'horreur. Oui, c'est ça. Mais là, Philippe Aubert, t'as pas dit le tien? Oui, vas-y. Mais moi, c'était le marquis des bas-fonds. Ah, ben ouais, c'est excellent, ça. Le marquis de Sade, évidemment. Là. Je trouvais que ça faisait un personnage, l'espèce de marquis avec la perruque, là, toute poudrée, là, vraiment décadent. Là, bien habillé, mais plus il est bien habillé, plus il est décadent. Ouais. Ça te va bien. Ouais. Costume d'Halloween. C'est ça. Tantôt, on a mentionné Patrick Sénécal pour le recueil Cruel. Puis c'est vrai, je vais en profiter pour dire qu'il avait fait une préface pour Horrificorama. Puis une préface assez intéressante. C'est pas juste genre vive l'horreur, puis nous sommes fiers d'être Québécois. Là. Non. C'est plusieurs pages. Puis vraiment, il faisait état de. Il fait état au présent, dans le fond, de l'état de l'horreur au Québec, de la vitalité du genre. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, juste pour ça, là. Même quelqu'un qui est plus ou moins lecteur de nouvelles, là, juste pour ça, dire OK, qu'est-ce que celui qui vend le plus au Québec, là, dans ces genres-là, voit de ces genres-là, de son milieu. Juste pour ça, ça vaut la peine, moi, je trouve. Là. Puis je me souviens, Pierre-Alexandre, parce que c'était lors d'un congrès Boréal qu'on avait été abordé, Patrick, pour ça. Je pense qu'il sortait soit de sa salle de jeu, là. Jeu de société avec Carl, Dominique Galvard, c'est tout ça. Là, hey, juste 2 minutes, Patrick, on a quelque chose à te demander. J'étais tellement anxieux, putain, mon Dieu, je vais demander une préface à Patrick Sénécal, ça se peut pas. Puis lui, oui, pas de problème, on va vraiment resté bête, j'étais facile. D'accord. Sa réponse a été plus courte que notre demande. Un refus condescendant un peu de voyons donc, ben non. Ben oui, ça me tente, ok, envoie-moi des détails. J'étais. Mais sa préface est vraiment intéressante. Je l'ai relu tantôt. Puis son idée de voir qu'un peuple, en tout cas, qui écrit des histoires d'horreur, c'est un peuple en santé. Tu sais que c'est intéressant comme idée, hein, que parler de macabre, d'horreur, de faire peur, c'est un signe de vie et de santé, finalement. Oui. C'est génial comme idée. Là. En tout cas, moi, j'adore cette préface. Et moi, je veux souligner le fait que Philippe Aubert a lu la préface puis la fin du livre. Ouais, quand même. Mais c'est comme les Oreos, on mange un biscuit, l'autre, puis on garde le crémage pour la fin. Pourquoi, selon vous, quelqu'un qui aime l'horreur devrait lire ce livre-là? Horrificorama. My God. Mais tu sais, si la personne ne l'a pas déjà commandé avant la fin de cette vidéo-là, je suis déjà comme surpris. Mais pour vrai, je veux dire, moi, quand
quand je parle, même en création, quand je parle d'horreur avec les étudiants, puis ça, je leur dis à quel point, c'est pas pour rien que ça s'appelle Horrificorama. C'est un panorama de tous les genres d'horreur, puis énormément de styles aussi, comme de styles littéraires différents dans l'horreur, encore une fois. Puis ça fait découvrir plein d'écrivains aussi, là, je veux dire, bon, c'est pas sur la quinzaine, il y en a peut-être comme 2 ou 3 qui ont pas beaucoup republié depuis, mais sinon, sur la quinzaine d'auteurs, il y en a beaucoup qui sont même davantage productifs qu'à l'époque où ce recueil-là a été produit. C'est une super bonne façon de découvrir des auteurs. Puis, s'il y a bien quelque chose que je remarque, moi, parce que j'écris comme pas juste un genre, j'écris comme autant dans le fait réel que le drame, que l'horreur, puis ça. Mais ce que je vois, c'est que mon style est quand même là, puis je sais que quelqu'un qui me lit va reconnaître Karl Rochelot, même si c'est une comédie, ou si que c'est. Fait que je pense que, comme lecteur, c'est vraiment une occasion de découvrir le genre d'auteur que t'aimes, parce que même si le personnage de Frédéric est loin de ce que Frédéric écrit d'habitude, je reconnaissais l'approche de Frédéric, puis tout ça, puis la même chose avec Philippe Aubert. Puis avec Pierre-Alexandre, j'avais rien lu d'autre avant, ça fait que je ne peux pas savoir. Oh, ça valait pas vraiment la peine de lire ce qu'il a écrit. C'est ça. Non, arrête. Puis sinon, Jonathan, c'est ça, ton texte, il était. Moi, c'est ça. Moi, malgré tout, je trouvais que c'était du Jonathan. Je trouvais que c'était quand même ton. C'était ton. C'est de l'horreur, mais c'est très candide comme truc. Puis c'est ça te représente. Je pense qu'il y a quelque chose de. C'est ça qu'on voit dans. On découvre des auteurs, puis on découvre des genres, puis des styles. C'est ça qui est merveilleux, ce recueil. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content qu'on réimprime ce livre. Je suis vraiment le fun. C'est tout pour moi. Frédéric? Ouais. Tu pourras faire du montage pour que j'aille avoir l'air de faire. Frédéric. J'ai des poules, puis les poules, ça fait pop, 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 puis j'apprends à parler aux poules. Ouais, mais moi, ce que j'aime beaucoup de Horrificorama, en plus que ce que Karl a exprimé, c'est que ça montre vraiment plein de facettes de l'horreur. Tu sais, chaque texte a comme son thème. Mais en plus, il y en a plusieurs textes qui ne vont pas exactement dans ce qu'on pense qu'un texte de ce thème-là vont aller. Ça permet vraiment de montrer tous les tons que l'horreur peut avoir. Tu sais, l'horreur, ça peut être tout. Là. Les gens, on connaît. Tu sais, si quelqu'un il fait juste voir un film d'horreur ou deux, puis qui n'est pas allé plus loin que ça, il n'y aura pas nécessairement la vision de toute la gamme d'émotions, la gamme d'ambiance, la gamme de thèmes qui peuvent être évoqués dans un texte d'horreur. Puis Horrificorama, c'est un super bon exemple de ça. Là. Si on lit tout, on se rend compte que, OK, oui, il y a un fil conducteur par l'horreur, mais on est allé dans des tonnes d'univers différents. Puis ça brassait toujours des petites émotions, pas toujours si agréables que ça, mais tu sais, des fois, c'était quasiment le fun aussi en même temps. Donc, c'est ce que j'aimais d'Horrificorama, c'est vraiment on a la vision de chacun des auteurs. Hein? C'est tout du monde qui sont super différents. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés en horreur, d'autres qui le sont moins. Puis on a pu voir de quoi tous ces gens-là étaient capables par leurs différents points de vue. Je vais le mettre à la fin, ça. C'est ça. Dans les bloopers. Oui, c'est ça. Après le générique. Voyons, Pierre-Alexandre? Oui, ben, écoute, en plus de ce que mes deux collègues ont dit en deux poc-poc, en fait, moi, je pense que j'ajouterais que ce que j'aime du recueil, c'est que on s'adresse autant aux néophytes qui veut découvrir ce qui se fait dans l'horreur au Québec et qui veut découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles plumes aussi, parce que, comme Frédéric l'a dit, et Karl aussi, surtout Karl l'a mentionné, on a tous notre style. Et je pense que même moi, comme auteur, justement, c'est vraiment avec Horrificorama que j'ai découvert ma voix d'auteur et je conserve cette voix-là dans mes autres textes, qu'ils soient réalistes, plus fantastiques, sans avoir nécessairement d'horreur, ou dans l'horreur aussi. Je garde cette voix-là, cette tonalité-là. Et pour les gens qui se disent « Ah, j'ai tout lu, puis il n'y a plus rien », je fais « Non, non, c'est des textes qui vont surprendre et qui vont amener ailleurs et qui vont faire découvrir, je pense, certaines plumes
qui, à mon sens, méritent d'être découvertes. Je pense entre autres à Ariane et à Frédéric Durand, qui pour moi sont deux des voix majeures de l'horreur au Québec. Et pourtant, dans le mainstream, on n'en parle pas tant que ça. Donc, je me dis, il y a des auteurs comme ça, ou même Vic aussi, qui a un talent fou et qui, pourtant, on le connaît surtout pour du policier et qui avait gagné à l'époque le prix Jacques Brossard pour son uchronie magnifique. Donc, je me dis, ça permet aux gens qui se disent « Ah, moi, j'ai tout lu », de finalement découvrir d'autres choses encore, d'aller plus loin. Et juste pour les vrais amateurs hardcore d'horreur, je m'excuse, mais comme objet de collection, c'est magnifique. Ça, je m'en voudrais de passer à côté. Les illustrations d'Émilie Léger qui sont... Écoute, la couverture, quand elle me l'a proposée, j'ai à la fois éclaté de rire avec la mort qui passe, la tondeuse manuelle. C'est d'un kitsch qui est en phase avec l'idée que je me faisais du projet et en même temps, la couverture et toutes les illustrations. Je m'excuse, mais ça aussi, merci aussi Brume, parce que toutes les nouvelles sont illustrées à l'intérieur. Elles ont chacune leur illustration en noir et blanc à l'intérieur. Puis c'est rare qu'on retrouve ça dans les recueils. Donc, je me dis juste l'objet de collection lui-même, si vous vous prétendez minimalement ou moindrement fan d'horreur, c'est un objet de collection que vous devez avoir parce qu'on l'a dit tantôt aussi, c'est à peu près unique au Québec comme ouvrage. Et les Cibrumes ont eu le guts de publier ça et je trouve que ça s'intègre très, très bien dans une bibliothèque de fans d'horreur aussi, juste comme objet. Puis après ça, comme livre de chevet après ça aussi, vous en lisez une par soir, puis c'est génial, là. Wow! J'avais jamais remarqué la mort qui passe la tondeuse. Ah ouais, non, moi ça... C'est vrai, là, je le vois, puis j'ai dit, avec Émilie, wow, on avait fait des propositions, puis j'ai dit non, la mort qui passe la tondeuse, puis la tondeuse manuelle, avec la petite lettre, là, j'ai fait, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, fait que ça avait été génial, puis Émilie aussi qui continue d'illustrer plusieurs ouvrages et tout, mais pour Horrificorama, moi je savais que c'était elle que je voulais pour ce projet-là, fait que là aussi j'étais ravi quand elle a dit oui, là, parce que je savais qu'elle allait donner exactement ce que j'avais en tête. Puis Pierre-Alexandre, est-ce que tu te sentais comme ça quand elle a dit oui? Je suis pas certain, non. Il y a des très bonnes raisons qui ont été données. C'est juste le panorama que c'est la diversité de genres et comment des auteurs ont pu s'emparer de thèmes très classiques de l'horreur pour les réinventer à leur façon. C'est un exercice extrêmement intéressant. Puis je crois que quelqu'un qui s'intéresse à l'horreur et qui veut le lire va en apprendre beaucoup. C'est une chose. Mais il y a une autre raison que je trouve intéressante aussi, comme je ne sais pas si on pourrait voir le livre comme ça, mais je ne dirais pas que c'est un manifeste. Mais je cherche un terme, mais je n'ai peut-être pas le bon terme en tête, mais c'est qu'avec la préface de Patrick, puisque le projet a été, moi, comment je l'ai perçu, c'est que, oui, c'est écrit quand même de l'horreur depuis un certain temps au Québec, mais on était une gang de jeunes auteurs. T'sais, on est encore jeunes, ouais, pour certains, mais on était encore plus jeunes à l'époque. Ah, vraiment? Et puis on s'est dit, voici ce que nous, on peut faire. Parce que ce n'est pas des auteurs chevronnés, là, c'est vraiment notre génération qui s'est emparée du sujet et qui a dit, voici ce qu'on peut faire. Puis on était des auteurs et auteureux avec un tas de personnalités différentes, à peu près du même âge, puis on s'est dit, voici ce qu'on est capable de faire. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. C'est ce qu'une jeune génération d'auteurs qui est chevronnée aujourd'hui, qui est affirmée, a pu faire, mais on fait encore partie de l'avenir. Alors, c'est comme le début de quelque chose, à mon sens. Je crois qu'on va continuer à écrire de l'épouvante aussi, là. Même si moi, je suis plus associé à la science-fiction, j'ai envie aussi d'écrire de l'épouvante et d'essayer, mais je suis sûr que les auteurs et auteurs qui sont dans ce livre-là vont récidiver dans l'avenir et que ça va être à surveiller. Puis que ce livre-là est un point de départ, finalement. Donc, d'un point de vue historique, je trouve qu'il y a quelque chose avec ce livre-là qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Et qu'on le lise un jour. Génial. C'est très bien dit, ça. Merci beaucoup, messieurs. C'était franchement rafraîchissant de vous revoir, même si c'est derrière notre écran. Puis, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi, entre nous tous, finalement, pour reparler de ce beau projet-là ici.